Bonjour. Hop. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à Écoutez, tous. bienvenue. Merci de nous avoir rejoints si nombreux pour le coup sur ce webinaire. On est vraiment, vraiment, vraiment ravis. On a eu plus de 200 personnes qui ont exprimé un intérêt envers ce webinaire. Donc, on vous remercie vraiment pour le coup. Donc, je me présente, Mehdi. Alors, je vais bien sûr faire la présentation juste après. Le sujet de ce webinaire, pour rappeler ceux qui sont peut-être arrivés comme ça, qui raccrochent les wagons, soyez très attentifs. On a audité près de 200 enseignes. On est maintenant capable de vous donner en majorité tous les coûts d'acquisition des candidats à la franchise, combien de temps ça met pour clore un deal avec un franchisé. Énormément de data super intéressantes qui vont vous aider à plus ou moins avoir un peu plus de visibilité sur votre stratégie de développement et sur votre stratégie d'acquisition de candidats. Donc, si on veut passer à la prochaine slide, on va se présenter quand même pour le coup. Donc, moi, je commence, je me présente, Mehdi. Je suis le fondateur d'Everfluid Digital, qui est la première agence de growth marketing, marketing de croissance pour les réseaux de franchise. On accompagne les réseaux dans leur stratégie d'acquisition de candidats et on a l'honneur d'avoir Olivier, avec qui on a beaucoup travaillé sur cette étude et ce sujet, qui va peut-être, du coup, si tu veux te présenter, Olivier. Faisons ça. Donc, Olivier Pires, je suis directeur général de Franchise Cloud. C'est la plateforme collaborative de référence pour les réseaux de franchise, puisque nous avons en tout cas à jour d'aujourd'hui 204 clients franchiseurs qui utilisent notre plateforme. Mehdi le disait, je le dis en deux mots, c'est la première année qu'on fait cette étude parce qu'effectivement, on voulait avoir un panel suffisamment important et que jusqu'ici, avec moins de 150 ou 200 enseignes, ça nous semblait pas effectivement très poli, voire même très honnête de faire cette étude-là. Et puis on s'est rendu compte que finalement, en France, à part Franchise Cloud, qui avait autant de data sur le domaine, personne, et que pas mal de nos clients nous demandaient ces renseignements, d'autres gens, et que finalement, je dirais que c'était presque plus simple de donner toutes ces informations de manière un peu plus structurée. Donc voilà, on le fait avec beaucoup d'humilité pour la première année de ce rapport, mais sachez que voilà, qu'il s'appuie sur des données qui remontent à finalement, en tout cas pour Franchise Cloud, puisque l'étude est basée en partie sur cette donnée de data depuis plus en tout cas de 5 à 6 ans, où on est largement au-delà de 100 enseignes depuis 5 ou 6 ans. Voilà, écoute Mehdi, je pense qu'on peut commencer. On s'est effectivement donné, là simplement pour vous dire timing, ce webinaire dure 1 heure. On s'est donné en tout cas de présenter à peu près ces chiffres qui donneront lieu à l'envoi d'un livre blanc à la suite de ce webinaire, mais une présentation d'environ 40 minutes pour laisser suffisamment de temps à l'échange avec vous. C'est le but du jeu, même si ces webinaires donnent parfois un peu d'artificiel aux échanges. Mehdi, je te laisse continuer. On va passer à la prochaine slide pour le coup. Ce webinaire est articulé en 4 temps forts. Donc, on va d'abord parler des sources d'acquisition de candidats. D'où est-ce qu'aujourd'hui les candidats viennent pour le coup. Ensuite, on va vous parler des taux de conversion. Donc, quel est le canal qui convertit le plus? Est-ce que c'est les portails de mise en relation? Est-ce que c'est Facebook, LinkedIn? Vraiment tous les canaux on a vraiment tout passé au crible. On va ensuite, en troisième temps, parler de la temporalité dans la génération des candidats. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la temporalité? Ça va être le temps entre le moment où je reçois mon candidat et ensuite au moment où je le signe. On va parler de plein d'autres choses au niveau des recherches de mots-clés sur le web, le mot-clé franchise en particulier. On va voir qu'il y a une évolution dans le temps, que le Covid a affecté aussi la façon dont on recrute aujourd'hui et donc les délais de signature aussi. Donc ça, c'est super important. On est vraiment arrivé à recenser toute cette data pour vous. Et vraiment, l'objectif de ce webinaire, je le répète, c'est de vous aider parce que effectivement, avoir une approche plus héroïste avec une meilleure visibilité, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a la capacité de vous les donner. Pour finir, on parlera des coûts par lead et par signature de contrat. Donc, savoir comment calculer votre coût par lead, quel est votre coût par deal aussi, donc signature d'un contrat de franchise, etc. Voilà. On va passer à la prochaine slide pour le coup. Je réponds à Céline en même temps parce qu'effectivement, Mélie, pendant que tu étais en train de parler, alors ça me donne l'occasion de saluer un certain nombre de gens que j'ai vu arriver, dont effectivement Claire Nano, la présidente charismatique de Babichou Service. J'ai vu simplement en 2 secondes ce nom passer, mais en tout cas, je disais effectivement, je répondais à Céline. Bien entendu, effectivement, le contenu vidéo de ce webinaire, vous pourrez le retrouver avec le livre blanc. Je répondais à Céline Brière que j'ai vu rapidement poser une question
comme ça. Cathy est avec nous, rassurez-vous, pour nous transmettre l'entièreté de vos questions. Mehdi? Alors, première question, et je pense qu'on veut aussi que ce moment soit interactif. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on va vous expliquer rapidement comment ça va se passer. Il y aura un sondage à chaque temps fort. Le webinaire est prévu de durer 20-30 minutes. Et le plus gros du webinaire, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. On veut vraiment répondre à toutes vos questions et vous aider dans votre stratégie de développement au quotidien. Donc, on va aller assez vite sur les slides et on reviendra là-dessus si vous avez des questions. Donc, si Cathy peut éventuellement lancer le sondage, je vois qu'il a démarré. Vous voyez qu'il y a un petit sondage en bas. Donc, la première question, c'est à votre avis, combien d'interactions y a-t-il entre un candidat et une enseigne avant qu'il ne dépose une candidature? Alors, est-ce que c'est moins de 5? Est-ce que c'est entre 5 et 12? Ou est-ce que c'est plus de 12 selon vous? On vous laisse répondre pour le coup. Alors, si vous trouvez la fonctionnalité sondage, on vous laisse répondre directement. Sinon, effectivement, je vais le publier, ça sera mieux. Excusez-moi. Donc, je l'ai publié. Et donc, du coup, on va vous laisser 2 petites secondes de plus pour y répondre et on va venir du coup là-dessus. Voilà. Alors, au niveau des réponses, hop, on va voir un petit peu les réponses. Alors, je fais des commentaires à chaque fois quand je vois des gens effectivement que je connais. Je vois Pierre Bosseret, célèbre spécialiste et je dirais ami belge à fortiori. Donc, effectivement, Pierre dit moins de 5, mais c'est parce que Pierre est certainement un très, très bon développeur. On est effectivement dans des choses qui sont un peu plus importantes. Mais vas-y, Mehdi. Allez, bon, la réponse globale, si Cathy, tu veux le mettre dans le… Alors, Cathy, c'est notre modératrice et content manager chez Everfruit. Si tu veux mettre l'ensemble des réponses qui ont été données, pour le coup, et puis on va pour le coup avancer. Bon, c'est assez varié pour le coup. On va passer à la prochaine slide, Cathy, et on va vous donner la réponse. Ok, super. Donc, en fait, il faut déjà savoir une chose, c'est que 98% des candidats commencent leur recherche sur Internet aujourd'hui. Donc, pour répondre à la précédente question, il y a effectivement plusieurs points d'entrée des candidatures. Un candidat ne va pas forcément soumettre une candidature tout de suite. Il va avoir différentes interactions avec votre enseigne. Il va d'abord l'avoir peut-être sur un portail de mise en relation. Vous pouvez être sûr que la prochaine chose qu'il va faire, c'est aller regarder sur votre site. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un site qui soit relativement sexy pour le coup. Et effectivement, comme on le voit ici, aujourd'hui, on a 50% des enseignes qui reçoivent entre 185 et 392 demandes, 10% seulement qui en reçoivent plus de 700 par an. Et ensuite, on a 2% qui en reçoivent plus de 1000. Et après, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, oui, il y a plusieurs points d'accroche, on va dire, plusieurs points de touche. Et effectivement, les premiers se passent sur le web. Voilà. Si tu veux passer à la prochaine slide, Cathy, pour le coup. Donc, au niveau des secteurs qui reçoivent le plus de demandes, on a eu l'occasion de pouvoir répondre à cette question. Aujourd'hui, organiquement, alors bon, je viens sans mentionner le nom, d'un portail de mise en relation pour le coup. Donc, c'est un truc que je connais bien. Et si vous voulez d'une façon organique sur le web, vous avez en numéro 1, ça va être les secteurs de la restauration, fast food, fast casual, où les candidats vont tout d'abord s'orienter vers ce secteur-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont finir dans ce secteur-là. On va avoir ensuite le commerce alimentaire et spécialisé en 3e, service à la personne et 4e, beauté et bien-être. Olivier, tu as peut-être quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, non, je voulais effectivement rajouter une chose. Le Covid est passé par là. On pourrait penser que la restauration, finalement, a souffert beaucoup. Notons quand même, et on le voit, que les enseignes de restauration, ont su se réinventer, et 2, que ça a toujours été un secteur dynamique, y compris dans la restauration thématique, et que du coup, ne serait-ce que par l'effet volume. Alors, avant cette étude, vous imaginez bien, mais je vous le dis, on échange régulièrement avec des gens des médias. Alors, je ne citerai pas de nom, mais en tout cas, on a confronté aussi nos données avec les données qu'ils ont. Chez eux, la restauration sont surreprésentées, donc ils ont parfois des chiffres qui peuvent être faussés, mais il n'en est pas moins que
ces chiffres-là, on les revoit aussi chez nous. La restauration continue d'être une locomotive, comme on dit, et que vous avez ce terme-là, vous en avez l'habitude en parlant de zone de chalandise. Le commerce alimentaire, lui, il est tellement vaste, hein, ça va effectivement d'une enseigne comme Cave à vin, au chocolat, donc effectivement, le commerce alimentaire est spécialisé, je dirais que c'est vraiment parce qu'il est étendu. Deux petites remarques, à mon avis, plus intéressantes. La première, c'est sur le beauté et bien-être. On sait très bien, le secteur de la beauté et bien-être est un secteur qui a souffert ces dernières années. Et pourtant, il drive pas mal de leads. Pourquoi? Deux réponses à cela, à mon avis. La première, c'est qu'il lui aussi il a su se restructurer. Et surtout, je pense qu'il y a eu une espèce de, comme s'il y avait une espèce de concentration, une réorganisation du secteur. Et les enseignes, je dirais pas qu'ils sont pas mortes, ça veut rien dire, et surtout pas très bien dire ça. Mais ce que je perçois moi, en tout cas chez mes clients comme d'autres, c'est que les enseignes qui ont su se réinventer et qui sont toujours là, et bien elles sur ce secteur-là surperforment parfois même par rapport aux autres ratios des secteurs. On les verra et je referai un petit commentaire là-dessus. Mais le beauté et bien-être est bien là et là largement aussi en termes de volume. Ok, on va passer à la prochaine slide. Il y a une question intéressante qui vient d'intervenir pour le coup, Frédéric Atlan. Pour les services aux professionnels, je vais laisser Cathy répondre directement à Frédéric à ce sujet. Sachez qu'on va vous remettre après, alors peut-être pas aujourd'hui parce que on va l'envoyer directement via un email, mais on va vous remettre en fait l'étude complète qu'on a créée en fait. Et l'objectif effectivement, c'est de reproduire ça chaque année. Et on espère pouvoir voir les chiffres évoluer au fur et à mesure dans le bon sens. Donc voilà. Donc, Cathy, une petite précision d'ailleurs pendant que tu passes à la slide d'après, effectivement, à Maxime qui nous indiquait qu'effectivement il a plus de 500 candidatures par an. Nous, on essaie d'avoir des données statistiques un peu objectives. Alors là, dans cet exercice de 30 minutes, on donne que certains spotlights de chiffres. Dans l'étude, vous retrouverez effectivement des choses un peu plus détaillées. Simplement, sachez que finalement, moins d'un quart des réseaux dépassent les 800, 700 candidatures. Et encore, vous retrouverez les chiffres dans le détail. Donc, la moyenne, quand on parle de moyenne, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'il y a un écart type important? Eh bien, moi, je vous le livre. En tout cas, il y a peu d'écart type là-dessus. Et on a quand même le gros du gros des franchiseurs qui reçoivent entre 300 et 600 candidatures par an. On a quand même là l'ensemble des enseignes, avec peut-être la restauration qui reçoit effectivement un peu plus peut-être que les autres. Alors, Johan, pour le coup, Stéphane Plaza, qui nous dit plus de 2300 demandes par an pour notre enseigne. C'est un excellent exemple, je pense. Après, voilà, on s'appuie sur l'image de marque de Stéphane Plaza, etc. Mais on s'aperçoit justement que d'un aspect marketing, il y a effectivement un gros effet sur la volumétrie de candidature. Après, effectivement, ça ne veut pas dire qu'en termes de taux de conversion, on est sur des taux de conversion qui soient relativement élevés. On va revenir dessus, Johan. C'est même d'ailleurs souvent le contraire, c'est la contrepartie d'avoir un volume important. C'est que souvent, effectivement, les gens, on pourrait parler d'un haut tacos dans la restauration. Enfin, alors, j'ai pas vu effectivement Yeb Jabeli avec nous, donc je devrais pas mentionner l'enseigne tant qu'il n'est pas là, mais on sait très bien que plus j'ai en tout cas de volume, forcément, c'est l'effet induit. On a parfois des taux de conversion qui sont un peu moins importants. Mais là aussi, ça vient pas, je dirais, trahir les résultats de cette enquête. Alors, passons effectivement aux autres slides. On arrive à l'autre slide. Donc, effectivement, les candidats générés par source, donc vous voyez que les 6 médias de la franchise restent quand même en pole position avec 49% de volume de candidature. Et puis après, effectivement, de plus en plus de réseaux de franchises ont leur propre site. Ils recentralisent en fait leur stratégie d'acquisition. Et du coup, passe plus sur du marketing digital, d'autres sources que les portails, ou en complément. Nous, notre recommandation, c'est de au moins avoir un portail de mise en relation dans notre stratégie d'acquisition. Ça, c'est indéniable, parce que ça va vous fournir des leads qui sont peut-être un petit peu moins qualifiés que si ça venait directement sur votre site. En revanche, c'est des leads que vous pouvez fortement travailler par la suite et que si vous mettez en place des stratégies de marketing automation pour faire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du lead nurturing, vous pouvez facilement avoir une stratégie performante. Voilà. On va passer à la prochaine slide pour le coup. Donc, ça veut dire quand même en termes de précision, et là vraiment en 2 minutes, que même en 2022, si je veux du volume,
eh bien effectivement, je ne peux pas passer en dehors des médias. Moi, j'ai juste une petite précision là-dessus. Alors, c'est pas parce que je veux pas m'attirer les foudres des médias, c'est que c'est surtout ce que je constate encore une fois dans les datas de notre logiciel, c'est que pour mentionner que les deux principaux des médias, on va pas faire des ennemis des autres, mais on sait très bien qu'il y a une grosse différence de volume entre les deux premiers et les suivants. Donc, je citerai l'Observateur et toute la franchise. Eh bien, ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a peu de doublons entre les candidatures qui viennent d'un portail et de l'autre dans mes datas. Donc, ça veut dire effectivement que vous en choisissez un ou deux, mais en tout cas, sachez que si vous voulez du volume, ça reste quand même des acteurs, et ce sont des acteurs importants, sachant qu'en plus, on ne travaille pas simplement le contact client, mais aussi la notoriété sur ces portails-là. Et bien évidemment, on constate qu'ils ont plus qu'en tout cas presque la moitié des leads rentrants. On le verra, c'est pas forcément le deal. Il y a le lead, il y a le deal, mais en tout cas que ça reste un élément important pour qui veut du volume. Et puis souvent, moi j'ai des clients qui veulent couper court avec les portails. On leur recommande toujours d'en garder au moins un au minimum, parce que effectivement vous êtes présent sur une source qui est assise sur une notoriété sur le web assez importante. Donc voilà. Alors au niveau des candidats par segment d'enseigne, donc en fait on a segmenté en fait la taille des enseignes pour justement arriver à définir où est-ce que vont les leads pour le coup. Donc, tout ce qui est micro, je te laisse peut-être un peu plus expliquer, tu es un peu plus à l'aise que moi là-dessus, Olivier, sur qu'est-ce qu'un micro émergent, qu'est-ce qu'un en développement. Oui, effectivement, dans les seuils, bon, effectivement, on va dire que les plus de 30 sont déjà ce qu'on appelle en développement, et puis effectivement, les enseignes de 200, 300, bon, vous retrouverez tous ces détails, je ne vais pas prendre trop de temps dans cette partie webinaire, mais on pourrait dire forcément les plus gros drainent une plus grosse partie des demandes parce qu'effectivement, je viens sur un site, je vais effectivement, penser à Babichou Service sur la partie service à la personne. Je vais penser peut-être à une enseigne comme Nesten. Alors, je vais reciter un Stéphane Plaza, Johan, naturellement, mais forcément, si une enseigne il y a déjà un peu de notoriété, elle fait encore la locomotive. Par contre, je voulais minorer ça parce que là, il y a un écart type important, c'est qu'il y en a aussi des gens qui sont on va dire entre les plus 10 et les 20 points de vente, eh bien bizarrement, si on calculait le pourcentage, eh bien elles drainent plus que leur petit poids représente parce que c'est assez normal. La personne qui vient sur le site, souvent elle connaît les enseignes. Si elle les connaît très bien, elle va directement sur le site d'un Burger King ou d'un Nesten et que finalement, quand elle passe par un secteur ou un média qui référence l'ensemble des enseignes, il y a une espèce de petite prime aussi aux jeunes enseignes et les médias, avouons-le, jouent parfois largement je dirais, le jeu de ces enseignes micro-émergentes ou émergentes en leur donnant un peu de visibilité sur le portail. C'est une règle assez couramment, je trouve, respectée. Ok, bon, on va passer à la prochaine slide. On a encore pas mal de choses à couvrir. Donc, on a un petit sondage pour passer au second sujet. À votre avis, alors le sondage, pardon, effectivement, il apparaît dans les sondages. Donc, quelle source de candidats convertit le plus à votre avis? Alors ça, c'est une question que normalement tout développeur devrait avoir la réponse, et j'ai hâte d'avoir un peu votre retour Alors, là-dessus. la question que tout développeur devrait connaître quand on lui pose, alors encore plus quand il a des outils comme Franchise Cloud et des marketeurs comme Everflow Digital, mais ça serait quel coût, quelle source, quel taux je convertis. On le verra effectivement, mais au moins cette réponse à je convertis à combien. Peut-être que en attendant d'avoir cette réponse-là, je pense que vous l'aurez dans le bon sens et dans le bon ordre. Par contre, vous verrez qu'il y a des surprises. On croit toujours que notre site internet convertit formidablement plus que un média. Ça devrait être le cas et c'est le cas. Et on voit par contre là, vous pouvez le faire largement, à mon avis, mieux que ce que vous êtes en train de faire. Et puis, on parlera forcément de la partie chasse digitale et réseaux sociaux. Voilà, on vous a donné une petite introduction des slides après. Allez, on a fait un peu de teasing. Alors, c'est marrant. On voit que 36% répondent que ce sont les sites d'enseigne, 21% les sites médias. Les réseaux sociaux, c'est assez drôle de voir que seulement 9% ont répondu que les réseaux sociaux convertissaient le plus. Mais c'est assez proche de la réalité pour le coup. Je te laisse passer à la prochaine slide, Cathy, pour le coup, et puis on va voir tout de suite. Donc, de règle générale, et c'est vraiment ça qu'on aimerait changer dans le monde de la franchise, c'est le taux de conversion qui est assez faible
On est sur un taux de conversion moyen de 1,44%, c'est très faible. Il faut à peu près 69 leads pour une signature. Et puis, alors bien sûr, il y en a qui vont monter à 8% pour les 20 meilleures enseignes. Alors, meilleures parce que soit elles ont mis en place les bons outils, les bonnes stratégies, ou que de façon organique, ils ont un concept qui fait que c'est comme ça. Et on a quand même, bon, après, un quart qui ont un petit peu plus de 2,7%. Voilà. Donc effectivement, il y a un travail à faire auprès des enseignes sur l'amélioration des taux de conversion, mais pour ça, il faut encore pouvoir traquer d'où est-ce que je génère mes leads. Alors, ouais, vous avez raison, Mehdi. Alors, il y a là aussi, puisqu'on parle, vous le retrouvez encore une fois dans le livre blanc, mais qui dit moyenne dit écart type. Il y a un écart type important en fonction des secteurs. Là aussi, ce que je constate, c'est que le secteur de la beauté, bizarrement, sont les enseignes où il y a performe pratiquement le plus. La restauration, un peu moins. Et surtout, je crois que 200 enseignes, il faut rester assez modeste. Ça manque un échantillon pour vraiment faire par secteur. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que là aussi, plus je suis une enseigne importante, forcément, je vais avoir un taux de conversion moins bon, on l'a dit, parce que j'ai du volume. Par contre, moi, nous, on voulait vraiment, à un moment donné, à chaque fois que moi je réponds et je pose la question tous les jours à un client ou non d'ailleurs, quel est ton taux de conversion? Ah ça dépend, ça veut rien dire. Si, qu'est-ce que c'est quoi? Le taux de conversion, c'est en tout cas moins de 2%, la moyenne. Quand on a demandé à d'autres enseignes d'ailleurs qui ne faisaient pas forcément notre solution, on l'avait moins. Ce qu'on constate en tout cas, on le verra, c'est qu'avec des bonnes méthodes, augmenter de 25% à 30% ce taux-là et de passer de 1,44 à 2 à 3, 4, c'est faisable et c'est faisable assez facilement. Donc si en tout cas vous faites plus on va dire aller de 3% de taux de transformation, sachez que vous êtes parmi le quart des développeurs les plus aguerris. Donc, s'il y a des développeurs qui nous écoutent, c'est le moment d'aller voir d'autres enseignes. Et puis, s'il y a des directeurs de développement ou s'il y a des directeurs d'enseignes qui nous écoutent, et il y en a, effectivement, si vous développez moins de 3% de taux de conversion, forcément, vous avez un problème et forcément, vous devez regarder ça de près. C'est pas normal. Voilà, bon après, effectivement, ça veut aussi dire qu'on va passer à la prochaine slide pour le coup, Cathy. Ça veut aussi dire que il y a différentes sources d'acquisition et donc différents taux de conversion par source de lead. Donc vous les avez en face de vous. Alors, on a 18%. Alors, c'est une slide qui est assez. 18% de parrainage ou 12% de cabinet de consultants, ça veut peut-être dire qu'on en reçoit moins, mais c'est beaucoup plus quali. Logiquement, quand je vais référer un ami à moi pour qu'il rejoigne le réseau dans lequel je suis, c'est plus facile justement pour arriver à convertir. Donc voilà, donc à prendre avec des pincettes. Après, voilà, d'ordre général, les salons restent un bon levier. On a les sites enseignes, effectivement, les réseaux sociaux, donc RS pour réseaux sociaux, et puis après, on a les sites dédiés pour le coup à la mise en avant de réseaux de franchise. Voilà. Une petite précision par rapport à ça, à la remarque, à mon avis, qui pourrait être, on l'a pas vu encore là, je suis en train de lire le chat, mais en disant: «Oui, mais ça veut pas forcément dire grand-chose parce que c'est du cross canal et finalement quand quelqu'un vient à mon site, il a été ailleurs sur un média, quand je le raconte sur un salon, c'est du closing ou pas, je l'ai vu avant». Donc mais au bout d'un moment, il faut bien faire ses études et en 2022, même avec les outils de tracking les plus importants, il est parfois difficile de savoir quelle personne a fait et passé. Donc au moins on a ces chiffres-là. Donc comme le disait Mehdi, effectivement, plus j'ai du volume, moins j'ai des taux de conversion importants, 0,87 de sites médias. Ce chiffre a, à mon avis, beaucoup parlé, surtout qu'on n'a pas indiqué les différences de taux entre les différents médias. On a quand même des différences importantes. D'ailleurs, pas tant ça sur les deux premiers, mais après. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que on pourrait s'attendre, en tout cas. Alors, il y a deux chiffres qui sont importants. Déjà, pourquoi il faut les connaître, ceux-là? Parce que quand on va voir les coûts, non seulement par lead, mais par deal, si je mets finalement demain un budget de 10 000 € sur les réseaux sociaux, il faut déjà que je me le sache. Tiens, si ça convertit en général à 2%, je peux commencer à calculer des choses. Et c'est naturellement ça qu'on veut vous amener parce que la tendance de fond, c'est quand même cette partie chasse digitale. D'ailleurs, je déteste le terme chasse digitale, Mehdi. Tu le sais, je sais que tu l'aimes pas du tout non plus. Ça traduit pas du tout toute l'ingénierie qu'il faut mettre en place pour réussir sur ces sujets-là. Je sais pas qui l'a utilisé ce mot. Si, je me rappelle d'ailleurs. Mais oui, Mehdi, je t'en prie. Une toute petite intervention là-dessus. Si vous voulez avoir une stratégie qui est vraiment réussie, c'est de vous appuyer sur deux leviers principaux. C'est les portails de mise en relation sur le digital, pour le coup. Les portails de mise en relation et aller chercher d'autres leviers à côté pour
diversifier vos sources d'acquisition. Et généralement, ce que vous allez chercher sur les réseaux sociaux, ce que vous allez chercher via du Google Ads, etc., ça tend à être un petit peu plus quali dans le sens où la personne vient chez vous déjà. Donc, logiquement, elle arrive sur votre site, elle a déjà commencé à faire une recherche, elle est un peu plus avancée dans sa phase de décision. Donc, effectivement, nous, on apparente ça à du SQL, Sales Qualified Lead, c'est des leads un peu plus qualifiés. Et après, effectivement, moi, ce qui m'horripilait quand j'étais au portail de mise en relation où je travaillais avant, c'était des réseaux de franchise qui me disaient, bah oui, effectivement, les leads que vous m'envoyez ne sont pas qualifiés. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas qualifiés, c'est que c'est des personnes qui sont un peu plus en amont dans leur projet, mais justement, il faut les accompagner dans leur projet pour les emmener vers vous, etc. Voilà. Et si on s'appuie sur les deux, pour moi, c'est une stratégie purement réussie. Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire et donc on se complète parce qu'on échange un petit peu. C'est que du coup, la manière, et on va le voir dans ce tunnel de conversion, entre finalement, parce qu'il y a où j'ai du lead en termes de volume, plus j'ai du volume, moins parfois j'ai un taux de conversion important. Quand j'ai des gens qui viennent sur l'Ops ou TLF qui demandent un renseignement sur une enseigne, on les renvoie vers 2-3 enseignes en même temps. C'est la règle du jeu, mais forcément c'est moins qualifié. Et donc du coup, ça veut dire que quand je reçois ces leads-là, déjà on le verra, il faut que j'ai une grande réactivité et que je sois en capacité d'identifier rapidement les contacts vraiment intéressés et que je mette en place une politique presque d'automation sur les autres de manière à gérer ça sans que ça soit très chronophage. Tous les développeurs me disent oui, mais j'ai des tas de leads, il faut que je passe 15 000 ans pour les téléphoner, ça répond pas. Bien évidemment, et je voulais insister tout de suite là-dessus, c'est que il y a une question qui se dit d'où viennent mes leads, c'est bien, mais c'est aussi comment, à partir de ce que vient chez moi, quelle politique je mets en place pour passer de la première étape à la dernière étape. Souvent, on se dit, quand je suis développeur, je veux plus de leads dans le haut de mon entonnoir, et on oublie bien trop souvent, comme en un seul coup, je vais faire en sorte que peu importe ce qui me rentre en haut de l'entonnoir, je vais en garder le plus possible vers la signature. Et un petit rebond rapide là-dessus pour le coup. Merci Sandy pour le petit message. C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les leads que vous recevez des portails sont généralement, comme Sandy les appelle, des starters et 20% seulement sont des finishers. Donc, si vous avez bien compris dans votre stratégie, vous mettez un petit peu d'automation, c'est-à-dire que tous les leads que vous recevez, vous les envoyez sur un calendrier pour qu'ils bookent un rendez-vous chez vous et que tout le reste, vous le traitez différemment. Vous appliquez la loi de Pareto, la méthode des 20-80. Vous focalisez votre temps sur les 20% de candidats qui vont vraiment aller plus loin et les autres 80%, ils ne partent pas à la poubelle. Ils terminent dans un CRM et ils sont travaillés automatiquement avec un emailing qui est envoyé tous les mois par votre service marketing, etc. Et croyez-moi, ce candidat, un jour, vous le retrouverez certainement dans une journée d'immersion. Et si ce n'est pas chez vous, ce sera chez votre concurrent. Voilà. Donc ça peut effectivement être mis en place. On va passer à la prochaine slide. On est à 27 minutes. Je veux garder le temps qu'on vous avait promis. Les taux de conversion par étape et du tunnel, je vais peut-être te laisser dire un mot là-dessus, Olivier. Oui, vraiment un seul mot, effectivement, pour qu'on respecte le timing. Je disais effectivement de bien vérifier ce tunnel. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des vraies différences. Alors, vous me direz, hein, on a retenu 4 étapes, chacun des clients. Alors, je constate quand même que, d'ailleurs, compte tenu de la législation française, vous avez souvent 90% d'entre vous ont des tunnels de conversion avec en gros entre 10 et 12 étapes dans votre tunnel de conversion. Donc, on a identifié les étapes les plus importantes, on les a donc remodélisées pour être comparées, et donc il en ressort effectivement une dépôt de candidature, premier rendez-vous physique ou téléphonique, mais vraiment pas le premier coup de téléphone, un vrai rendez-vous physique d'explication du concept, une validation de candidature. C'est un moment fort. Remarque, vous oubliez toujours, ou en tout cas souvent, de le scénariser suffisamment, de le passer comme si c'était simplement quelque chose d'administratif, alors que c'est un vrai élément de scénarisation et donc du coup de montée en gamme de votre process. Petite remarque là aussi, un tunnel de conversion qui n'est pas scénarisé et qui n'est pas en gros rythmé n'est pas un bon tunnel de conversion. Parfois, il n'y a rien de pire qu'un tunnel monotone. D'un seul coup, la personne, vous allez avoir, on va le voir, hein, sur un délai de plusieurs mois, et si d'un seul coup, à chaque étape, vous ne lui amenez pas des documents supplémentaires, de l'échange supplémentaire, en gros, si ça ne monte pas en puissance, eh bien souvent, on a des impacts en termes de taux de conversion des étapes qui viennent. Ce n'est pas parce qu'effectivement, vous avez validé sa candidature que les choses sont faites. Donc, 3% de BIP, 1,44 de signature. On s'aperçoit donc, en gros,
je mets un DIP et 1 sur 2, je le signe derrière, c'est la moyenne des choses. Je vais rapidement sur cette slide-là, de manière à nous garder un petit peu de temps sur les autres. Top. Allez, on continue. Donc, petit sondage pour le coup. Est-ce que vous avez vu vos délais donc de closing, on va dire, évoluer pendant la période du Covid? Alors, on vous lance le petit sondage pour le coup, juste là. On vous laisse répondre. Donc, est-ce que selon vous, pendant le Covid, vous avez vu les délais évoluer? Alors, je pense que oui, effectivement, et malheureusement. Pour certains, bénéfiquement, pour d'autres, un peu moins. Curieux de savoir pour le coup. Je vous laisse 30 secondes pour répondre à ça. Oui, peut-être 30 secondes effectivement d'information, c'est intéressant. Ce qu'on peut dire nous là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça, on s'est interrogé, ce 1,44%, on le verra d'ailleurs quand j'en parle, chacun me dit: «Ah bah non, je suis bien meilleur que ça». Bon, sauf que souvent, les gens qui me disent: «Je suis bien meilleur que ça», bah, finalement, ils ont peu de moyens de vraiment de tracer les choses et dès lors qu'ils les tracent avec une précision, ils arrivent finalement, un peu moins, contents d'eux. Ils disent: «Tu avais raison, je suis à 2 ou quelque chose». Donc, là aussi, il y a vraiment penser que les outils digitaux vous permettent de vous mesurer. Tant que vous ne vous mesurez pas, vous ne pouvez pas surperformer et donc ce 1,44 qu'on a indiqué, je regardais parce que j'ai pas publié les années d'avant. Avant, effectivement, on était presque à 30 de plus. Donc moi, ce que je vois en tout cas dans nos outils, c'est que oui, il y a eu un impact sur le Covid. On le verra à la fois en termes d'allongement de la durée et en termes de taux de conversion. Espérons que ce soit simplement conjecturel. Alors, on Bon, lit les réponses en même oui, temps. Mehdi, je te laisse répondre en même temps. effectivement, Ouais, ouais, voilà. c'est unanime. Hein. On a plus de 50% des personnes qui disent que oui, ils ont augmenté. Bon, je pense que le Covid, il y a beaucoup fait. Après, c'est un autre sujet. Ouais, 60% pour le coup. Mais après, il y a peut-être des petites choses qu'on peut mettre en place en amont, justement, pour optimiser le tunnel de conversion avant. Jean-François nous dit, hein, par exemple, Mehdi, bah oui, effectivement, les banques, ça augmente par 3, effectivement, déjà les délais. Donc, mais ça, c'est sur les délais, c'est pas vraiment sur le taux de conversion. Effectivement, bien, on va le voir, les délais ont allongé, mais pas tant que ça. On a vraiment un impact sur les taux de conversion. On verra dans un an si ça remonte. Oui, alors effectivement, Johan dit que digitaliser le parcours du candidat a effectivement permis de réduire les délais. C'est certain. Il y a toujours un moment dans le tunnel où vous pouvez réduire les délais. Tout ce qui est physique, La après, signature électronique de DIP, par exemple. voilà, tout ce qui est après, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, mais tout ce qu'on peut faire avant, c'est du temps de gagner. Et du coup, on va passer à la prochaine slide. Et c'est justement là où on vous répond sur la saisonnalité des recherches autour de la franchise. Je vais passer rapidement sur cette slide. C'est tout simplement pris sur Google Trends, pour le coup. On a eu l'info de la part de l'Observatoire que je veux mentionner quand même, qui nous a aussi aidé à définir un petit peu les éléments autour de la saisonnalité des recherches. On va revenir là-dessus dans quelques secondes. Tout simplement, aujourd'hui, on est sur des saisonnalités qui sont quasiment similaires à 2019 par rapport à 2021. Ceci dit, il y a eu quand même des changements. Bon, ça, je ne veux pas trop passer trop de temps là-dessus. Je préfère passer sur la prochaine slide parce qu'on est un petit peu hors du temps. Ça, c'est ce qu'on vient de me demander à l'instant, Johan, pour le coup, c'est pour toi. On est aujourd'hui sur un délai moyen de plus de 9 mois. Donc là, vous voyez, on est clairement dans un, comment vous dirais-je, vous recevez votre candidature, il se passe 9 mois à ce que le candidat signe avec vous. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 9 mois pour rester dans la tête du candidat? Si vous mettiez par exemple en place une stratégie d'inbound marketing avec du contenu, avec du marketing automation que vous diffusez de façon continue auprès du candidat, c'est des termes un peu peut-être abstraits ou autres, mais c'est des techniques qui permettent de rester dans la tête du candidat et d'aller toujours plus loin avec le candidat et peut-être convertir un petit peu plus. Alors, On a une autre. ouais, Oui, dit dans d'autres termes, alors effectivement, c'est bien, parce que vous voyez que vos 2 présentateurs ont des cultures différentes. Un est beaucoup plus jeune, beaucoup plus beau, mais beaucoup plus jeune et donc moi, je connais plus la franchise où je feins parfois de pas connaître le digital, mais donc du coup, redit dans d'autres termes, s'il y a 3 cas de succès de taux de conversion entre les 100 candidats que j'ai et le reste, effectivement, première chose, c'est réussir tout de suite à créer un lien direct avec le candidat et pas de le perdre. Quand on dit cette phrase-là, eh bien effectivement, ça veut dire que je le mentionnais. J'ai David, alors David, hein, vous le connaissez tous, David Prost, officiel de la franchise, qui m'indiquait ça dépend de la qualité de l'information donnée au candidat. Bah,
Oui, je lui donne de l'information de plus en plus intéressante, mais pas genre coucou, je suis le meilleur, reviens chez moi. Ça veut dire étape 3, je lui donne parfois un élément, quelques éléments de ma base de connaissances, de mon savoir-faire. Il faut que je montre au candidat que c'est moi qui franchis la ligne jaune, qui me livre un peu, qui lui donne des éléments dans sa structuration. Ça peut être par exemple quels sont les obstacles quand je me lance en franchise. Enfin, il faut faire attention à ce que le contenu soit de qualité et qu'il ne soit pas simplement publicitaire. Il faut que la personne, elle crée une entreprise avant de venir dans votre enseigne. Et ce projet d'entreprise l'impacte, lui et toute sa famille, sur le long terme, et qu'en termes de réassurance sur ce délai de plusieurs mois, c'est une course de fond, pas un sprint, il faut que vous soyez en capacité de petit à petit, alors qu'il recevra des mails des autres enseignes, que vous soyez en capacité petit à petit de faire cette relation et qu'elle soit de plus en plus, je dirais, rapprochée. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, quand on est sur des cycles de vente, en fait, où on est à 7 mois pour les enseignes qui n'auraient peut-être pas de point de vente physique, mais on a des clients, nous, chez Everfruit, qui ont des cycles de vente qui avoisinent les 18 mois. S'il n'y a pas de travail qui est fait de façon implicite envers le candidat, en essayant de l'accompagner dans sa prise de décision, effectivement, que ce soit éducationnel, un petit peu pédagogique, effectivement, que publicitaire. Merci Nathalie pour ça, c'est tout à fait vrai. Nathalie Louis, hein, que vous connaissez tous de l'Observatoire de la franchise. Voilà, donc on est bien aligné là-dessus. Il faut que ce soit purement éducationnel, l'accompagner dans ces différentes étapes de décision. L'habitude de dire qu'il faut séduire, convaincre et rassurer le candidat. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire avec du contenu. Voilà. On va pour le coup passer à la prochaine slide. Et le fait d'utiliser des solutions digitales comme Franchise Cloud, forcément, avec un espace réservé pour le candidat, vous y invite et vous le permet mieux. Je le disais, effectivement, il y a une petite différence entre recevoir 10 mails de 10 enseignes différentes et d'avoir un espace candidat directement où on est baigné dans l'univers de marque. Et puis derrière, avec des techniques comme celle d'Everfruit Digital, de growth marketing, de contenu pédagogique. Et encore une fois, de plus en plus, il faut monter en puissance au fur et à mesure que la personne arrive à la signature. Alors maintenant, on a une question, c'est pour que vous nous aidiez pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut proposer comme contenu pour la prochaine enquête qu'on fera. Aujourd'hui, on a besoin de feedback de votre part. Quels seront sur cette année tout simplement vos plus gros challenges en termes de génération de candidats? Est-ce que vous avez remarqué des choses qui ont changé cette année? N'hésitez pas à le mettre directement dans le chat. On n'a pas fait de sondage pour ça. C'est vraiment pour nous aider qu'on vous demande ça. Essayez de comprendre quels sont vos challenges actuels en termes de génération de candidats. Donc allez-y, hein, c'est vraiment, vous êtes un certain nombre sur ce notre discussion. Lâchez-vous. On vous laisse 30 petites secondes. D'accord. Financement pour effectivement Pierre Perrine de TAP France. Je pense que c'est un problème qui est récurrent pour tous. Alors, c'est marrant. Solution pour augmenter le volume. Augmenter significativement. OK. Des solutions pour augmenter le volume. Alors, je reviens là-dessus. Est-ce que c'est vraiment le volume qui est nécessaire d'être augmenté ou est-ce que c'est justement les taux de conversion, comme on l'a vu, qui sont relativement faibles? Parce qu'aujourd'hui, si vous générez 100 candidatures sur l'année, vous en convertissez juste 1% et que l'année d'après, vous en convertissez 3%, le taux de conversion, d'accord, effectivement, oui. J'aime bien, vous verrez dans le livre blanc, on a mentionné une phrase du célèbre Monsieur Aaron d'un livre Predictable Revenue, dans mon mauvais anglais, qui est un peu la Bible de tous les sales dans le monde du logiciel numérique. J'aime bien sa phrase qu'effectivement, il dit si je transforme 1 et quelques %, ça veut dire que sur 100 appels où j'ai 99 échecs. Si je dis je multiplie par 2, c'est impossible, sauf que si je ramène le truc, ça veut dire que si j'échoue 99 fois, j'échouerai simplement 98 ou 97 fois. Dit comme ça, on est un peu plus ambitieux dans ce taux-là, mais je pense effectivement qu'en tout cas, nous, à chaque fois qu'on a travaillé avec des enseignes, on a en tout cas à chaque fois, je dis 25% parce que j'aime bien rester très modeste dans les objectifs, mais disons-le, on peut en tout cas doubler en un an facilement les taux de conversion. Je pense que les deux, le volume, les taux de conversion. Une petite phrase, mais on n'a pas le temps, effectivement, je le garde pour l'échange après. J'ai vu un message de Claire qui disait effectivement, attention, mettre en place tout ce qui est salarié, parrainage dans cette partie-là.
candidats. On a vu que le parrainage, c'était à 18%. Moi, j'ai vu des choses qui montaient parfois à 25-30% de taux de conversion. Et j'ai vu, alors sans donner d'enseigne, pendant cette période de Covid, alors qu'effectivement, c'était parfois compliqué avec les annonces du gouvernement de retrouver des candidats, eh bien, j'ai des réseaux qui étaient en fort développement et qui se sont dit d'un seul coup, OK, on va accompagner des salariés, on va accompagner des gens qu'on connaît pour ouvrir des points de vente. Donc, effectivement, c'est une stratégie de parrainage, à mon avis, qui n'est pas assez souvent utilisée. Mais Claire, on peut dire que je dirais pas que c'est réservé aux gros réseaux, mais c'est toujours le problème de la boule de neige. Effectivement, il faut déjà avoir un peu d'implantation pour avoir un peu de gens connus. Voilà, donc c'est une stratégie, le parrainage, qui est parfois un peu, bizarrement, elle est très efficace. Ce que je vois en tout cas sur les réseaux qui ont 3-4 enseignes, et souvent les 5 premiers franchisés, c'est souvent des gens qu'on a dans son entourage ou par parrainage. Elle performe après 50 points de vente, mais entre les deux, c'est parfois plus difficile à mettre en place. Désolé Mehdi pour cette digression un peu longue, mais je sais que c'est un point qui est à mon avis souvent sous-estimé par les réseaux. Cathy, je te laisse passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Donc, du coup, bon, ça, c'est une petite slide pour ceux qui… Mais bon, je pense que vous savez tous calculer votre coût par lead. Aujourd'hui, vous prenez le budget investi par source. Donc, si vous payez un abonnement de 600 € par mois, vous le divisez par le nombre de leads générés, ça vous donnera votre coût par lead. Ça vous permettra d'avoir une approche un petit peu plus héroïste d'une année sur l'autre. Voilà, ça, c'est un premier point. On va passer à la slide suivante pour le coup, et je pense que restez bien sur le webinaire pour le coup. Là, on va vous dévoiler quelque chose d'assez lourd, puisqu'on vous donne déjà sur cette première slide les coûts moyens par source d'acquisition payante. Donc, on a 3 sources essentielles pour le coup, externes au portail par exemple. On va avoir Facebook, on va avoir LinkedIn, on va avoir Google. Et je peux vous faire un petit commentaire là-dessus. Donc, Facebook, c'est une source où vous ferez beaucoup de leads. Ça tend à être un petit peu moins quali, 30% environ, que des sources comme LinkedIn et Google. Mais du coup, on se retrouve aussi sur… alors, effectivement, voilà, Johan le confirme, très peu de contacts de qualité sur Facebook, et ça, c'est vrai. Par contre, effectivement, si on arrive à bien affiner les audiences de ciblage, etc., et la stratégie au niveau des annonces, on arrive à quelque chose de pas mal. Nous, on l'utilise, Facebook, beaucoup. LinkedIn, hyper quali, par contre, hyper cher. Quand vous avez un profil LinkedIn qui tombe dans votre boîte mail ou sur votre CRM, on est… alors, ça dépend des sources, hein, c'est une moyenne, mais on est sur quelque chose d'ultra quali. On a le lien du profil LinkedIn de la personne, on connaît la ville, le numéro de téléphone, etc. Mais effectivement, ça coûte cher. Voilà. Et puis, on va dire la référence reste Google aussi, puisqu'on est autour de 50 €. Par contre, effectivement, on est sur un marché de niche, donc une petite audience, peu de mots-clés. Et du coup, on est aussi en compétition avec les portails de mise en relation qui, eux, enchérissent beaucoup. Donc, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Et du coup, ça peut être une alternative en fonction de votre industrie. Secteur, pardon. Je te laisse passer. Juste une petite précision là-dessus, parce que je vois effectivement les commentaires des uns des autres, et on va le voir d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse moins quand je vois quelque chose comme ça, c'est combien coût par lead, c'est combien le coût par deal. Et c'est pour ça qu'on vous a donné des pourcentages. C'est que si on dit que Facebook, effectivement, est moins pertinent, que c'est à 2%, déjà, on voit que 2% par rapport à d'autres, c'est pas si, je dirais, si gênant que ça. Par contre, là, Johan, tu as raison, c'est que si je décide d'aller chercher sur du réseau social du candidat pour avoir du volume, il faut absolument que j'ai en interne une organisation qui va me permettre de téléphoner à tout le monde, d'avoir de la réactivité, parce que comme je sais que c'est un média qui va peut-être performer simplement à 2%, il faut que je sois en capacité de gérer ce volume, car sinon j'aurai à la fois le côté pas quali, je ne saurais pas les traiter et je ne saurais rien en faire. Mais ça veut dire que si on parle sur un coût par deal, j'ai envie de dire, calculons. Et en 2022, très peu d'enseignes d'ailleurs savent le faire. Nous, on commence à avoir des chiffres intéressants. Et je vois des réseaux l'écart type est important, mais je peux vous assurer que sur les réseaux, Mehdi indique les coûts là, tout secteur confondu, je vois des réseaux qui, dès lors qu'ils ont une stratégie intéressante autour de tout ça, bien accompagnés, ont des coûts par deal très, très intéressants en dehors du volume. Dès que le contact est généré, boum, nous, on a des enseignes qu'on accompagne. Dès que le contact est généré, sans que la personne ne sache, pour le coup, c'est envoyé avec l'adresse mail du développeur en disant « Bonjour, merci pour votre demande. Est-ce que vous voudriez prendre rendez-vous avec moi? Voici le lien de mon agenda. » Et bizarrement, tant mieux pour le coup, on a une enseigne qu'on accompagne qui convertit 50% de ses leads comme ça avec un rendez-vous.
Donc, le développeur arrive le matin, il a son agenda et tous les après-midi, il a des rendez-vous qui sont bookés, etc. Tout le reste, qui est pourtant, on pourrait dire, du déchet, donc de Facebook par exemple, eh bien, on va mettre en place du marketing automation avec des emails automatiques qui sont envoyés, avec des relances, etc. Mais vraiment de façon très fine, de la façon dont c'est construit, de façon à ce que ce n'est pas vous qui le faisiez, mais vous le feriez de la même manière si c'était vous qui le faisiez. Voilà. Et ça déclenche des rendez-vous, etc. On va, alors désolé, on déborde un peu, mais on veut vraiment répondre à toutes vos questions. Donc, restez. On peut rapidement passer sur cette slide-là, vous la retrouver dans le livre blanc. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une petite différence de coût en fonction de la restauration. Je crois que c'est Maxime qui disait effectivement que les coûts sont importants. Bon, importants ou pas, là aussi, il faut bien le faire. Mais ce qu'on constate, c'est effectivement que quand on est on va dire, dans certains secteurs, eh bien, les termes sont un peu plus chers que dans d'autres secteurs. Et que, par exemple, quand on est dans le secteur de la finance, eh bien, même si on est dans un secteur de franchise, on est parasité avec d'autres éléments de mots-clés. Je pense qu'on peut passer clairement cette petite slide-là. Nous, ce qui nous intéresse dans les dernières, c'était de vous dire, OK, si en 2022, je dis c'est quoi le taux de conversion moyen jusqu'ici, en tout cas avant cette étude-là, je pense qu'on pouvait le faire au pifomètre, mais on n'avait pas de données objectives. Donc là, au moins, on en a une, en tout cas sur 200 enseignes. Et encore une fois, je pense qu'en France, personne, en tout cas, ne peut au moins le faire sur 200. Et puis maintenant, on dit c'est quoi le coût par lead. Là, il y a un écart type très important, mais si on fait, rappelez-vous ce qu'on a vu déjà comme taux, vous connaissez vos budgets de votre côté, donc j'entends un OPS 700 000, on sait à peu près le coût par lead. Ce qui est sûr, c'est que on a dit entre 1006 et 2000. Allez, moi je fais, c'est la moyenne, mais moi je constate un écart type super important. Souvent, naturellement hors coût du salarié, on est vraiment dans l'investissement publicitaire, mais souvent on est plutôt vers un 3 000 euros. Donc là aussi, on verra dans le digital si on arrive à le faire comme les uns les autres vous mentionnez à un coût à 2005. L'intérêt aussi, je le fais parce que comme je sais qu'on va pas avoir de temps après, c'est que si vous faites du Facebook, la réponse à Johan, c'est que je peux aussi géolocaliser. C'est-à-dire qu'un Monoprix, pour le citer par exemple, allez, ou un Mobile pas, au hasard comme ça, quand je fais une campagne géolocalisée Facebook, ça veut dire que je peux mettre même un peu plus d'argent sur une zone à 20 km, mais je saurais aller chercher un franchisé là. Je referme la parenthèse. Mais en tout cas, ça nous intéresse aussi que vous sachiez dans la moyenne. J'entends Maxime qui, tiens, on est à 1004, on est à 1000, on est à 2000. Moi, je vois rarement des choses qui sont en dessous de 2000. Sachez qu'en tout cas, si vous êtes au final, peu importe la source que vous avez, sur un 2000 euros, c'est très bien. Mais effectivement, une autre stratégie, ça voudra dire qu'il faut savoir, est-ce que j'ai besoin de plus de volume et je suis prêt à payer plus cher pour avoir plus de volume? Est-ce que finalement, je n'ai pas besoin de volume? Voilà, donc on est bon. Top, on va passer à la prochaine slide pour le coup. Il me semble que c'est la dernière et c'est celle que tout le monde attend pour le coup. Alors, on va essayer d'être resté jusque-là et puis lâchez-vous. Si vous avez plein de questions, on est vraiment là pour y répondre. On prendra le temps qu'il faut. Donc, on vous écoute pour le coup. Ah, alors, je vois déjà quelqu'un qui se lance pour le coup. Même pas qu'une seule personne. Prenez votre temps, posez vos questions, on y répond. Bon, j'espère déjà qu'on vous a apporté, pendant qu'on écoute vos questions, qu'on vous a apporté un petit peu de données objectives. Encore une fois, on le fait avec, rassurez-vous, pas mal de modestie. On est prêt à confronter nos chiffres avec tous. Hein. Nathalie était là. Effectivement, on échange les uns les autres. On s'est aperçu qu'on ne disait pas trop de bêtises, mais au moins, en tout cas, c'est des choses qui sont, je dirais, scientifiques. Tant mieux si elles retombent sur les avis des uns des autres. Ça veut dire que tous les professionnels, on connaît un peu nos métiers, et tant mieux d'ailleurs, je dirais. Alors donc, du coup, répondre à 2-3 petites questions rapidement. Le livre blanc, bien sûr qu'on va vous l'envoyer. Vous êtes inscrit, donc vous le recevrez automatiquement. Gardez-le précieusement. C'est un super appui pour vous pour avoir des yeux dans votre stratégie. Thibaut, effectivement, tu nous dis que 2000 euros pour votre réseau. C'est vrai qu'en fonction, du concept que vous avez, les coûts d'acquisition, autant de génération de leads que de signatures, vont bien sûr changer. Ça, c'est évident. On a des clients, pour le coup, où ils ont des niveaux d'investissement qui sont relativement élevés, donc ils ont des cycles de vente qui sont aussi relativement élevés aussi en termes de timing, et du coup aussi, leur coût en est impacté. Voilà. Je réponds vite fait pour la pertinence d'être présent sur les magazines papier, Maxime. C'est malheureusement pas quelque chose qu'on puisse traquer aujourd'hui. On ne l'a pas inclus dans cette enquête, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on envisage pour la prochaine enquête. Et puis peut-être que David est avec nous, David, qui est avec nous, peut-être effectivement dans le chat donner quelques éléments de réponse pendant qu'on répond aux autres. Alors oui, effectivement, David, s'il te plaît, si tu peux nous dire un petit peu. On répond, prends le temps de répondre et on passe à une autre question, on reviendra sur celle-ci.
Pour boire le verre d'amitié à Franchise Expo, bien sûr, on sera sur le stand G49, Maxime. Et par contre, une question importante, Claire, quelle est la définition exacte et le périmètre du marketing automation? Donc aujourd'hui, ce que Olivier a commencé à vous expliquer, c'est que beaucoup de réseaux s'entêtent à remplir le verre avec des leads, mais il n'y a plus rien derrière. Aujourd'hui, la plupart, c'est hop, je génère mes leads, hop, je les reçois, je les appelle, il ne se passe rien, ça part à la poubelle. Or, alors je ne peux pas le faire, il y a de l'eau dans mon verre, mais dans le marketing automation, on fait le tunnel inversé du coup, et on va continuer à envoyer des emails automatisés à des moments bien précis avec des déclencheurs. Donc, si la personne visite une certaine page sur mon site franchise, ben, ça va envoyer tel email. C'est vraiment bien pensé de façon à ce qu'on travaille un petit peu le statut de, désolé pour le terme d'anglicisme, d'awareness autour du candidat jusqu'à ce qu'on le pousse en fait dans les différentes étapes. Si vous regardez sur notre chaîne YouTube Everfruit, l'année dernière, j'avais animé un webinaire sur les différentes étapes. C'était sur le salon Les Rencontres Digitales de la franchise. Donc, vous verrez, si vous êtes curieux, allez voir ça. Je vous explique comment ça fonctionne à ce niveau-là. Mais effectivement, c'est très important aujourd'hui de mettre en place du marketing automation dans votre stratégie. Et c'est ce qu'on fait. On s'appuie simplement sur des stratégies utilisées par des startups qui font du growth marketing. Et on a créé le franchise growth marketing. Et ça nous permet justement d'optimiser les taux de conversion. J'arrête mon pitch. Effectivement, pendant que les uns et les autres posent des questions, on a vu que on a vu que 3-4 enseignes qui ont osé dire à peu près leur coût au deal. Moi, je sais que dans ces réponses-là, il y a deux choses. Il y a peut-être pas mal de gens qui disent moi je le donne pas. Et puis encore, j'irais pire, hein, désolé d'avoir ce discours de vérité, mais c'est que très peu de développeurs ou de directeurs de réseau savent je dirais le calculer. Or, vraiment, si vous ne savez pas le calculer, c'est terrible. Alors, je vais encore vanter des outils digitaux comme les nôtres là-dessus, où vous avez les sources, les tunnels de conversion mesurés, le nôtre ou un autre, mais il faut vraiment que vous puissiez mesurer ce taux-là parce que sans ça, très très compliqué de vous améliorer. Et tout ce qui est autour du marketing automation, on l'a effectivement mis en place sur notre solution. Et en termes de service, car il ne s'agit pas simplement d'avoir un logiciel de service, effectivement, l'agence Everfoot est là pour faire les choses bien. Ce que je constate aussi, vraiment en réponse là-dessus, c'est que, pardon, c'est que je peux d'autant plus le dire que c'est moi, je entre parenthèses, Franchise Cloud, c'est le logiciel, on n'est pas dans le service marketing, mais je m'aperçois en tout cas que les enseignes qui surperforment dans l'utilisation des réseaux sociaux pour avoir du lead et du deal, c'est rare qu'elles le font toutes seules. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles sont accompagnées par des acteurs qui connaissent ce métier-là. Et quand on fait les choses bien de cette manière-là, là, d'un seul coup, on a quand même des choses qui sont quand même très, très intéressantes à la fois en termes de coût au lead, au deal, mais même en termes de volumétrie. Ok, on a Stéphanie, pour le coup, qui nous posait la question, est-ce que c'est intéressant ou pas d'avoir un site dédié au recrutement de franchisés? Nous, notre recommandation, c'est d'avoir votre site donc B2C, donc site client, et que vous hébergez donc, sur un sous-domaine franchise.nondelenseigne.fr, où vous avez ici justement un espace dédié aux candidats pour le recrutement. Effectivement, oui, c'est très pertinent de le faire. Pour deux raisons. Vous allez pouvoir envoyer du trafic dessus avec des campagnes Facebook, Google, etc. Vous allez aussi pouvoir connecter ça à un outil, si besoin, comme Franchise on Cloud, où vous aurez un univers du candidat, où vous immergez le candidat dans l'univers de votre marque. Donc oui, il y a un réel intérêt. Et surtout, c'est à la fin de l'année d'utiliser Google Analytics pour pouvoir tracer votre trafic client et votre trafic candidat et découvrir de nouvelles audiences et affiner au fur et à mesure votre stratégie d'acquisition de candidats. Donc, Une réponse à Claire en même temps qui nous dit OK, je veux faire alors du marketing automation, c'est une partie effectivement du marketing digital, mais en gros ça veut dire si je veux aller me chercher des candidats via les réseaux sociaux ou d'autres choses autour du marketing digital, quel budget il faut que je mette. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de marketing digital, pardon, il y a des effets de seuil et quand je ne mets pas beaucoup d'argent d'un seul coup, je réduis ma performance. Sauf que moi, ce que je constate, et je parle aussi de l'enseigne Nachos, allez, pour en citer une que je connais bien. Parfois, des choses, dès lors qu'elles sont géolocalisées, peuvent se faire avec un budget de 1000 euros par mois. J'ai beaucoup d'enseignes qui mettent des 1000 euros par mois sur deux villes et qui ont des résultats intéressants. Donc, c'est pas non plus, c'est certes un budget plus important
que d'avoir effectivement une stratégie Ops média, même si effectivement il y a des mises en avant qui coûtent cher. C'est deux choses vraiment différentes, encore une fois. Alors je dis pas ça pour être vraiment super gentil avec les médias, mais il faut dire aussi que les médias, vous travaillez pas simplement le contact, mais vous travaillez aussi énormément à la notoriété. C'est ce que David disait effectivement dans la presse papier. On peut pas comparer les différents médias. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut s'appuyer sur deux, trois sources. Mais voilà, Claire, pour te dire clairement une enveloppe, si je suis une enseigne, que je mets un billet de 1 000 euros par mois, j'aurai du contact et j'aurai des franchisés à moins de 2 000 euros, j'en suis à peu près sûr. Mais de toute façon, c'est très clair aujourd'hui. Si vous générez des leads, que vous remplissez votre verre et qu'il n'y a rien derrière, si ce n'est que vous, derrière votre poste, votre ordinateur qui décrochez le téléphone pour appeler les candidats, on n'est pas des machines, on ne peut pas penser à rappeler 100 candidats dans le mois, on fait plein d'autres choses aussi. Donc, c'est très important de pouvoir mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de traiter les candidatures malgré tout. Une chose importante, est-ce que vous savez que si vous recontactez un candidat sous 4 heures, vous avez presque 60% de chances de le signer, et que si vous dépassez les 4 heures, donc vous êtes souvent on n'a pas le temps, sous 48 heures, on redescend en dessous de 20%. Voilà. C'est super important de rappeler un candidat tout de suite. On est dans un univers qui est relativement compétitif aussi. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a moins de candidats. Il y a pas de moins en moins de candidats, mais il y a de plus en plus de réseaux de franchise. Donc, c'est super important d'optimiser en fait toute votre stratégie en permanence. Voilà. Et le nombre de relances avant d'abandonner, Thibaut, ça dépend. Si tu le fais manuellement, c'est au feeling. Moi, personnellement, j'ai toujours relancé 4, 5 fois pour le coup. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres Ce chiffre personnes. peut sembler, à mon avis, à beaucoup de gens très important. Moi, je me compte. Alors, Johan Lang, qui est un très bon développeur, passé par accès au service, Stéphane Plaza, je suis sûr que ce chiffre lui fait pas peur parce qu'il sait qu'il faut le faire. Je connais des enseignes super connues. Voilà. Je prends l'exemple, allez, il n'est pas là, Cyril Laborde de Ucar. Au moins, comme ça, il saura que j'ai fait une dédicace. Mais Ucar, tout le monde connaît l'enseigne Ucar et pourtant, il y a une réactivité. Cyril et ses équipes, hein, mais en tout cas, j'irai pas harceler les gens. Mais en 2022, je vais vous dire quelque chose et vous le savez, c'est la même chose pour les salariés que pour les franchisés. C'est parfois effectivement le franchisé qui dit il y a une espèce de difficulté presque psychologique, de schizophrénie. Ça veut dire que vous dites bah non, c'est à lui de me montrer qu'il est effectivement motivé et vous avez raison. Et le franchisé, parce que enfin le candidat à la franchise, vous voyez, parce que c'est un consommateur qui a l'habitude qu'on vienne le draguer tout le temps, et ben il a envie de vous dire bah non, c'est à toi de venir me draguer, de me montrer que ton concept est le meilleur. Entre les deux, c'est compliqué. Sachez qu'en tout cas, 3 relances téléphoniques, c'est pas déconnant. C'est à mon avis même la règle. Et même, en tout cas, ce que je constate, c'est que les meilleurs développeurs, peu importe s'ils sont dans une enseigne connue ou pas, ils sont toujours sur ce ratio-là. Et derrière, comme le disait Mehdi, quelqu'un qui vous a dit non, non, non 4 fois, un peu comme dans une discothèque, hein, si vous allez le revoir une 5e fois tout de suite, c'est non. Eh bien, c'est pour ça que le marketing automation, derrière, vous allez attendre un peu plus de temps et puis au fait revenir au bout de 4-5 mois avec des questions et dans l'automation qui seront plus coucou, viens chez moi, mais ça sera au fait quels sont les obstacles pour se lancer en franchise, quels sont les intérêts, enfin de le faire revenir dans la discussion. Effectivement. Après, je le redis aujourd'hui, si vous mettez ne serait-ce qu'en place un espèce de calendrier où la personne peut tout de suite prendre rendez-vous, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est de voir des candidats qui arrivent à aller sur un portail, par exemple, soumettre des candidatures et qui, au final, lorsque le développeur veut le rappeler, il n'y a plus rien. Il y a forcément quelque chose. La candidature, elle ne s'est pas faite toute seule. Donc, du coup, je suis toujours partisan de dire que c'est sur le moment où il faut battre le fer pour le temps qu'il soit chaud, où vous aurez plus de chances de convertir. Et du coup, si on propose tout de suite, nous, sous 30 minutes, la personne, elle est recontactée. Avec c'est Olivier Pires de la franchise on Cloud, si on le mettait sous ce scénario-là, qui recontacte directement le candidat et qui propose un rendez-vous sur son calendrier. Et ça fait déjà une différence. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres? L'idée aussi, de toute façon, de ce webinaire, c'est de vous donner encore une fois des données chiffrées, puisque tous autour de la table, j'en connais en tout cas pas mal du monde de la franchise et médias aussi, on se donne des chiffres comme ça, mais on les objective jamais. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner des chiffres, de vous dire que oui, multipliez par 2 vos taux de conversion. J'en regrette, mais c'est pas déconnant dès lors qu'on met en place des bonnes techniques. Et sur 1 an et d'être bien accompagné, on arrive à le faire. Et puis l'idée aussi, c'est de le refaire chaque année, bien évidemment, avec de plus en plus de détails qui parfois vont heurter
un certain nombre d'acteurs du monde de la franchise parce que ça les mettra parfois peut-être pas dans le beau rôle, et puis par d'autres au contraire dans le beau rôle. On s'aperçoit aussi que le digital est en train de monter de manière importante, mais je m'aperçois qu'il y a des grands écartis parce que c'est parfois mal fait. C'est effectivement une folie furieuse. Il faut surtout pas y aller si on n'a pas les arguments et les outils pour le faire. Donc, c'est de vous donner des chiffres et bien évidemment, parce que c'est aussi un peu notre métier, et donc cachons pas de la naïveté là-dedans, c'est effectivement de pouvoir vous accompagner pour effectivement surperformer. Mais qui dit surperformer, ça veut dire déjà c'est quoi la moyenne, où je me situe, comment je fais pour calculer tout ça et comment, à partir du moment où je suis tous ces ratios, je mets en place une politique sur le long terme, en tout cas sur le moyen terme pour m'améliorer. C'est vraiment l'idée, quand on en a vu avec, on a discuté avec Mehdi dans 2 univers différents, mais où on côtoie souvent des clients communs, on s'est dit, voilà, en 2022, il faut à la fois donner des outils, des références, des outils de benchmark, et au-delà de savoir si je mérite ma prime de la fin de l'année quand je suis directeur du développement, de simplement vraiment voir, de mettre en place des choses un peu intelligentes et il faut des chiffres, des méthodes. En fait, des process. Des process, c'est finalement des méthodes Tout à fait. et des outils. Tout à fait. C'est un petit peu, alors désolé, je reprends mes termes en anglais, mais c'est tout l'esprit du growth marketing. Et c'est quelque chose qui a permis à des startups de se structurer alors qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, ils étaient en sous-effectif, etc. Et que c'est tout à fait possible pour le coup. Merci Nathalie pour le coup d'avoir été présente. Et pour le coup, si vous avez d'autres questions. Je réponds à Déborah en même temps et en même temps à tous les autres peut-être qui vont nous quitter puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire. Bien évidemment, effectivement, le replay du webinaire vous sera envoyé aux participants. On a vu avec Mehdi, peut-être même on l'enverra. Alors, c'est des mauvaises habitudes après de prise, mais on l'enverra plus largement à ceux qui se sont inscrits. Et puis voilà sur cette partie-là. Donc, je saluais en même temps Déborah Tadei, directrice du développement de l'enseigne Carlance. Voilà. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il semble que vous avez appliqué des techniques pour votre teasing et vos relances sur le webinaire. Oui, effectivement, oui. Merci à vous d'avoir été présents. On a fini. Restez attentifs. On prévoit peut-être d'en faire un autre puisqu'on ne s'attendait pas à avoir autant de succès sur le nombre de participants. Et le prochain webinaire, le sujet sera de vous donner les outils, les moyens, les techniques pour arriver à atteindre vos objectifs cette année. Et ce sera vraiment avec plaisir qu'on le fera. Et ce sera dans quelques… Vous recevrez un email de toute façon à ce sujet pour le coup. Merci à tous. D'ici là, développez bien et surtout les devoirs de vacances, calculez vos taux de conversion et vos coûts du lead. Dernière chose que je dirais moi, c'est que c'est toujours trop cher un candidat, c'est toujours trop difficile d'en avoir quelqu'un de motivé, mais au final, même 3 € pour un candidat, quand je vois que des réseaux de franchise, 30 à 40% de leurs ressources sont liées au fait de percevoir des royalties d'entrée de candidats, je me dis payer 3 000 €, même 4 000 € pour un candidat, je pense que dans les stratégies de développement, ça reste pertinent. Et ce que je constate aussi, c'est que du coup, quand je vois les meilleures enseignes ou les enseignes qui se développent le plus sur le marché, forcément à chaque fois, elles mettent des coûts même plus importants que ça pour chaque recrutement de franchisé. Donc, si je devais terminer sur cette mention-là, c'est que bien évidemment, c'est rare qu'on arrive à faire les choses avec pas beaucoup d'argent. Et je pense quand même que le nerf de la guerre, c'est quand même effectivement pour un réseau de grossir. Avec, comme disait effectivement, on fait un peu de teasing, ben vous verrez aussi que ça me rapproche d'une autre chose, c'est que si la règle d'un réseau, c'est de recruter et de faire beaucoup de fagnons sur un territoire pour assurer la valeur de sa marque dans les 10 prochaines années, ça sera d'autant plus la capacité que j'aurai en tant que franchiseur à convaincre mes franchisés sur leur terrain, sur leur zone de chalandise locale, de communiquer sur ma marque. On reste que dans le marketing digital, on reste dans la franchise. Ça nous donne un peu de sujets sur lesquels discuter dans les prochains mois ensemble. Merci en tout cas à tous. Je me joins à Mehdi pour vous remercier à la fois du nombre de participants. J'espère qu'on a dit des choses un peu intelligentes. Et puis surtout, on vous dit à bientôt. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir.